Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast de Martin Eden. Et aujourd'hui, on va parler, comment dirais-je, ça sera un entretien, mais un entretien assez centré sur un livre, ou plutôt deux livres. On va faire un entretien par livre, parce que je pense que les livres méritent réellement. Et ce sont des livres qui font, ma foi, je trouve autorité, osons le mot, même si on est libertaire, et sur sur l'histoire de l'antisémitisme, et surtout de Léon Poliakov, qui est une figure qui a lutté contre le négationnisme et contre l'antisémitisme de manière assez brillante, et je trouve que c'est une référence pas assez connue, pas suffisamment connue. Donc c'est pour ça que ces deux entretiens seront un petit peu le prétexte à une fiche de lecture pour ces livres, parce que ces livres à la base sont 4 tomes avec énormément de notes de bas de page, jusqu'à l'indigestion la plus totale. Mais sauf qu'il a fait ces 4 livres en 2 livres, il les a synthétisés, mais ces livres-là sont extrêmement riches. J'ai essayé de lire le premier livre, mais mon Dieu, il y a de la référence au paragraphe, et t'es vite noyé sur la référence. À un moment donné, c'est un entretien pour un petit peu aiguiller les gens dans la lecture de ces livres, s'ils veulent se lancer dans la lecture de l'histoire de l'antisémitisme. Et donc, avec ça, on a un camarade d'énormément de qualité, énormément qualitatif, avec un léger accent belge, voyez-vous, léger accent liégeois. Et donc, bonjour Alex. Bonjour. Du Donc, coup, je te laisse me oui. présenter, évidemment. Ah, je te présente, voilà. Je te présente, Alex étant, un communiste communiste de conseil, je pense qu'on peut dire ça, communiste libertaire avec une sensibilité assez pointue sur le communisme de conseil, et avec une anecdote sur la cantine des Enragés. Qu'est-ce que les Enragés? Les Enragés étaient un site antifasciste assez qualitatif dans le début des années 2010, et voilà, je te laisse raconter l'anecdote, vas-y. Je connais les Enragés depuis l'époque du jour de colère, donc le rassemblement d'extrême droite qui avait eu lieu en 2014, en février. Mhm, Et après 3 ans ou 4 ans à suivre la page, j'ai fini par rejoindre l'équipe. mhm, Et il se trouve que il y avait, enfin, l'enragé en chef, appelons-le comme ça, avait publié mhm, un article sur le déremboursement de l'homéopathie. mhm, Et il y avait des gens qu'on pourrait considérer comme des trolls, même si c'était des gens d'une bonne cinquantaine d'années, mhm. qui n'étaient pas d'accord. Et il se trouve que de façon assez virulente, j'ai répondu à leurs bêtises, notamment sur le fait que ce soit des pseudosciences, Mhm. de façon... C'était pas si virulent que ça quand même. Oh, Et il se trouve que l'enragé en chef n'a pas aimé. Et j'ai été nommé euh, rationaliste autoritaire. Bon, ce qui est assez... c'est presque un oxymore, mais j'ai été nommé rationaliste autoritaire. Ça m'a fait quand même beaucoup rigoler. Ça ça m'a vous, fait beaucoup rigoler. j'avoue à l'époque, je crois à l'époque j'étais encore dans la secte, ou je crois que j'étais encore dans la secte. Tu m'avais montré Capture d'écran. Ouais. les captures d'écran. Je t'ai connu plus vénère. Je t'ai connu plus vénère. Voilà, sur des Soraliens et sur des FAF et sur des antisémites, je t'ai connu beaucoup plus vénère. Je trouve que t'as fait preuve de mesure, mais même la preuve de mesure pour eux c'était trop. Enfin bref, l'enragé à cette heure-ci, je sais pas ce qu'il est devenu. En tout cas, s'il veut donner des nouvelles, c'est quand il veut. Un Ceci étant magasin de dit, jeux vidéo. on parle pas des mamans, ok? On n'est pas là, on n'est pas là pour dénoncer les gens. Sinon, on va recentrer sur le livre. Effectivement, et annonce le plan, tiens, parce que en fait, je n'ai préparé aucun plan. Faut le savoir, chers amis, j'ai juste envoyé une invitation. Ouais, faut qu'on parle de ces deux livres là. Vas-y, fais-moi tout, je t'enregistre. C'est le niveau de préparation. On va parler du tome 1, donc L'âge de la foi, de l'histoire de l'antisémitisme de Léon Poliakov. Alors que Léon Poliakov, en fait, c'est un Russe qui a immigré en France dans les années 30. Donc, il est diplômé en droit et lettres et il va écrire beaucoup de livres, de Moscou à Beyrouth, par exemple, un livre sur le procès d'Adolf Eichmann. Il va Mhm, écrire l'histoire de l'antisémitisme et encore d'autres livres. Il y a une énorme bibliographie venant de lui. mhm, Donc, il faut savoir que c'est un des plus grands documentalistes, on va appeler ça comme ça, d'histoire juive, notamment contemporaine et ancienne. L'histoire de l'antisémitisme, tome 1, ça parle plutôt du début de l'Antiquité païenne jusque avant 33, donc la période pré-nazisme. mhm.
Donc ce livre en particulier va parler de l'Antiquité. C'est assez court, hein, ça fait à peine une quarantaine de pages pour l'Antiquité. On va Mhm. avoir une section sur l'islam qui fait à peu près 45 pages. Puis après, on va voir l'histoire de l'Espagne des trois religions, donc catholicisme, islam et judaïsme. Il va notamment parler de l'Inquisition, de l'histoire d'Espagne et du Moyen-Orient et du Proche-Orient. En fait, il parle d'Espagne, mais c'est aussi tout ce qui concerne l'Afrique du Nord et l'Ouest asiatique. D'accord. Et enfin, on va avoir l'Europe chrétienne pour finir. Là, c'est un gros morceau. Ça fait une histoire de presque 250 pages. Ah, quand même, ouais. Là, c'est très varié. Donc, c'est les Juifs dans l'Occident du Moyen-Âge, par exemple, l'ère des croisades, le siècle du diable, etc. L'histoire juive sous le catholicisme. Donc, pour présenter ce livre, je trouvais qu'il était intéressant de prendre en fait des chapitres, enfin, des extraits de chapitres et de parler de l'extrait plutôt que de parler de tous les chapitres en particulier parce que c'est extrêmement long. Il y a énormément de références. Faudra couper ça. Ouais, Euh, vas-y. donc, on a beaucoup de références dans le livre. Mhm. Il y a toutes les références bibliographiques dans les bas de page. Des fois, on arrive à 5, 6, 7, 8 références bibliographiques par page. Et Donc, dire que c'est la version simplifiée en plus. Hein. ouais, c'est la version synthétisée. Alors, ce qui est étonnant avec Polyakov, c'est que c'est aussi un des premiers qui a réagi au négationnisme, aux négationnistes et aux révisionnistes, Mhm. avec Paul Vidal-Naquet. Pierre-André Taguieff dira à propos de Polyakov, historien certes, mais aussi anthropologue, psychologue, politologue, cet esprit toujours en éveil cherchait dans tout l'espace des sciences sociales et chez les philosophes de quoi éclairer ses recherches et nourrir ses réflexions sur cette animosité haineuse à l'égard des juifs qu'on a pris l'habitude, depuis le début des années 1880, d'appeler antisémitisme. C'est pas Polyakov qui va inventer le terme antisémitisme, Mhm. mais il va noter en fait, il va nommer toutes les judéophobies, on va dire, Mhm. antisémitisme. Et il va expliquer pourquoi ça concerne uniquement les juifs et pas les sémites. En fait, penser que c'est une erreur Sémantique. sémantique en fait de penser que ça vise les sémites alors que ça n'a pas de sens. C'est bien né pour décrire les juifs. C'est c'est un antisémite justement qui va appeler ça antisémitisme en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu, ça fait penser au début du que sais-je antisémitisme de Takeev. Il parle plutôt de judéophobie, Voilà. plutôt d'antisémitisme. Et après, ça renvoie à la question extrêmement épineuse. Oui, mais c'est quoi la judéité? Alors là, alors là, je vous laisse. Vous avez 2 heures. Qu'est-ce qu'être juif? Tu peux être athée juif, tu peux être croyant et juif, tu peux même sur 3 générations ne plus avoir aucun lien personnel avec la judéité, bah quand même, bah il y aura toujours un truc. C'est l'identité juive, c'est un truc qui est assez bon, tu me diras que de toute façon, celui qui fait le juif, c'est un petit peu l'antisémite quand même. Mais ouais, l'identité juive, c'est un truc qui est assez particulier. Ça se réduit pas, on va dire, ça se réduit ni à la biologie, ni à la religion. C'est assez, euh, c'est Et assez vaste. c'est quelque chose c'est quelque chose de plutôt social en fait. Ouais, on va dire socialement construit, mais bon, on va pas dire la phrase. Voilà, en fait, c'est politique, c'est culturel, c'est religieux, il y en a qui apportent la biologie. C'est complexe et c'est extrêmement disparate. Pas dans le sens où c'est utilisateur et à travers, mais dans le sens où il y a beaucoup d'utilisation en fait, parce que c'est un terme qui regroupe tout ça. Voilà. Ouais, c'est surtout selon les contextes historiques de l'époque aussi, hein, Voilà. par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce que, enfin, on va commencer un petit peu sur le chapitre, enfin le premier chapitre. C'était quoi la citation que t'as choisie? Donc c'est l'époque romaine, et donc Mhm. l'extrait est un peu long. Que représentaient donc à l'époque les Juifs dans l'Empire romain? Au point de vue numérique, les estimations les plus sérieuses parlent de 1 million de Juifs habitant la Palestine proprement dite, et de 3 à Mhm. 4 millions dans la diaspora, de l'Asie mineure à l'Espagne, 7 à 8% de la population totale de l'Empire. Au point de vue de leur race, il est avéré que ce concept pseudo-scientifique, dont la génétique contemporaine a établi l'identité quasiment absolue, était dénué de tout sens pour les anciens. Passons-en maintenant à la question de leur métier et occupation. Ceci était diversifié au possible, mais pour l'essentiel, dans la dispersion tout comme en Palestine, ils gagnaient leur vie à la sueur de leur front, ainsi que le nôtre Marcel Simon a considéré l'ensemble de l'Empire, la population juive comporte une large majorité de petites gens. Ce qu'on reproche le plus souvent aux juifs, ce n'est pas d'être cousu d'or, mais plutôt d'être locteux et sordide. En Égypte et en Asie mineure, ils sont surtout des colons agricoles. Ailleurs, ils étaient représentés en nombre dans tous les métiers de l'époque, en particulier dans le tissage et la teinture, profession qu'ils monopolisaient pratiquement dans certaines régions, mais on les retrouve aussi dans l'orfèvrerie, dans la vitrerie, dans le travail du bronze et du fer.
d'autres sont simples ouvriers, d'autres s'adonnent au commerce et aux professions libérales, mais ainsi que l'historien J. Juster le souligne très justement, jamais un auteur païen les a caractérisés comme marchands. Nulle part on ne se heurte à cette identification entre judaïsme et négoce, qui, quelques siècles plus tard, commencera à aller de soi-même. D'autres encore sont des soldats de métier fort appréciés, guerroyant ou montant la garde sur toutes les marches de l'Empire. Il existe aussi des fonctionnaires juifs, parfois d'un grade très élevé. Dans la hiérarchie impériale, on trouve des chevaliers et des sénateurs juifs, des légats juifs, et même des prêteurs juifs. On ajoute aussi que les juifs de la dispersion adoptaient régulièrement aussi bien la langue que le costume de la province qu'ils habitaient, que des points de vue linguistiques et culturels, ils s'étaient assimilés, allant jusqu'à helléniser ou à latiniser leur nom. On est tenté d'en tirer la conclusion qu'ils ne semblaient guère pâtir d'une animosité particulière, et que rien, sinon leur culte, ne les singularisait au sein de la musique des peuples qui constituaient la population de l'Empire. Ah ouais, c'est donc ce cliché du juif éternel créancier, en fait, c'est totalement pété, en fait, historiquement. En fait, c'est complètement faux, et il faut savoir que même sous l'époque catholique, en fait, l'Église catholique interdit l'usure, mais elle pratique l'usure, en fait. Donc, elle pratique le prêt, le crédit, Mhm, mais elle ne le permet qu'aux gens riches. Donc là, on mhm, parle sous le catholicisme. Elle ne prête mhm, qu'aux gens riches, en fait, ou elle n'emprunte qu'aux gens riches. mhm, Mais on va avoir des familles de banquiers juifs, du coup, qui, eux, vont mhm, prêter à des gens, on va dire, à des paysans, mhm, pour ne pas dire d'autres termes, on va dire à des gens, à des petits gens. mhm. Et c'est comme ça qu'ils vont monter de plus en plus d'entreprises, puisque ce sera de plus en plus facile pour eux. Et surtout, quand ils devaient fuir une région où ça sentait la merde, Mhm, c'était simple pour eux d'emporter des coupons, par exemple, de crédit ou des trucs pareils, ou des mhm. pas ou des bons, etc. C'est ouais, Là c'est où, là où si t'es dis- marchand d'art, bah, tu dois te trimballer des... Ou si t'es... Peu importe. Mais tu vois... ouais, enfin, tu en t'es fait, obligé t'es obligé d'avoir une logistique assez légère, quoi, quoi qu'il en ouais, soit. voilà, c'est une Mhm, logistique légère, et puisqu'ils sont très dispersés, en fait, ça mhm. leur permet de monter des affaires sur de plus grandes régions, en fait. Disons disons, on va dire, disons qu'à la base, effectivement, les Juifs aussi sous l'Antiquité païenne, ils étaient, ce que j'ai cru comprendre d'après l'extrait, assez, enfin, il existe une frange non négligeable de pauvres en fait, de gens en haillons quoi quelque part. En fait, c'est comparable aux autres personnes, en fait. Enfin, c'est comparable aux Romains non-juifs, on va dire. Non, en termes de proportion, En on termes va de dire proportion, c'est pareil. en termes d'ethnie, sociologie professionnelle, en fait, ils sont à peu près dans les courbes habituelles quoi. Rien ne les Voilà. distingue en fait. Voilà, y a pas de... Il n'y a pas 50% qui est qui est aux fonctionnaires ou aux Mhm. riches ou qu'importe. Ou de prix Nobel par exemple, tu vois. Mais je remarque quand même pour la petite vanne antisémite qu'il y en a quand même qui sont dans le textile et que le gars l'a souligné quand même. Hein. J'y ai pensé aussi, j'y ai pensé aussi. Tu as pensé, je t'ai entendu Et penser. il va quand même y avoir des fonctionnaires, et en fait, ça va se retrouver à toutes les époques. Alors, pas dans Mhm, tous les pays, mhm, mais à plus ou moins toutes les époques, on va en avoir un peu partout. Il y a des époques, par exemple, c'est plutôt pendant l'époque catholique, où mhm, dans les pays de l'Afrique du Nord, ils seront mhm, plutôt proches des rois, etc. en fait. mhm. Mais en fait, ils avaient tous un, je vais appeler ça un juif de cour, mais en fait, ils en avaient tous un. Ça leur permet de s'assurer que tout était fait en ordre, en fait. C'était surtout ça. Ils avaient plus confiance dans leur juif de cour que Mhm. dans leurs autres Là, personnes de cour, si tu vois ce que je veux dire. c'est ouais, je vois tout à fait. Ils avaient le gars sur hashtag gros cerveau qui était là pour gérer un peu le business en mode premier ministre, quoi, en fait. Mhm. Voilà. Ok. C'est pour ça que c'est assez intéressant à observer. Et Mhm, c'est pour ça que Polyakov n'en fait pas une longue description. mhm, C'est quelques pages, mais lui-même sait que c'était utile pour poser les bases de la suite et voir que c'était déjà quelque chose qui existait. Il y avait déjà mhm, une sorte de jalousie vis-à-vis d'eux, parce que mhm, c'était juif du coup. mhm, Mais il y a eu des prescriptions, et puis il y a eu aussi eu les règles talmudiques. Enfin, on n'est pas mhm. encore au Talmud, on est encore à la base. Et je Mais crois- il y aura eu des règles à la donc des règles de la loi juive, Mhm, qui vont par exemple interdire les mariages mixtes, avec juifs, mhm. non-juifs, etc. Mais ce sera aussi pareil pour les Romains. Donc D'accord. on est dans une sorte de coexistence, mais c'est pas une coexistence totale. C'est un peu D'accord. particulier. Ça me fait un peu penser en mode fédéraliste, tu vois, genre on acte que tu es là, il n'y a pas trop de mélange. Du moment que ça s'articule bien, il n'y a pas de problème, tu vois. Ça fait un peu penser à ça, quoi. Et puis
quand il y aura des problèmes, on va Mhm. dire, dans la société, par exemple les épidémies de lèpre, etc., Ouais. ça va retomber sur eux. Ça va retomber sur eux. Mais Mais on est. oui, Mais je pensais, bah surtout, ouais, je pensais que dans l'Antiquité païenne, les Juifs avaient, un peu comme les chrétiens aussi dans les premiers temps, en fait, avant que la chrétienté se devienne massive, que les Juifs avaient cette réputation de, ouais, de mangeurs d'enfants des Grecs et des Romains, qui faisaient des rites chelous, tu vois. Enfin, ils avaient, enfin, ça viendra après ou où où il en parle un peu Paul Yakov dans ce chapitre-là. en fait, ça sera plutôt après, ce sera plutôt niveau épidémie, etc. D'accord. Il y a des fables qui circulent, comme à toutes les époques, mais on va dire on n'est pas encore à un niveau comparable à ce qui s'est fait sous l'Inquisition, par exemple. D'accord, ok. Mais il y Mais il y aura quand avait, même des fables et des mensonges qui seront proférés. et, et d'ailleurs, ouais, en plus, dans les tout premiers temps de la chrétienté, les chrétiens étaient affublés des mêmes mythes vraiment satanistes, salopards, dévoreurs d'enfants de Grecs et d'Égyptiens, que les Juifs, hein, faut le savoir. Mais après, au fur et à mesure, là où la chrétienté a gagné en expansion, donc à un moment donné, bah, les gens voyaient bien que bon, que les ragots n'avaient aucun sens, mais bon, c'est resté quand même sur les Juifs là. Enfin, enfin bref. Et c'est tout ce que tu voulais dire peut-être pour la première citation, enfin parce que ça fait que 40 pages, peut-être on peut embrayer assez rapidement. J'ajouterai quelque chose. Mhm. Flavius Joseph, donc qui était un auteur grec, si je ne me trompe pas, Mhm. euh, dit ceci: depuis longtemps, les masses manifestent un désir ardent d'adopter nos pratiques religieuses. Il n'est pas de cité grecque, pas de peuple barbare, pas de nation à laquelle notre usage de s'abstenir de travailler le septième jour ne soit pas étendu, et où les jeûnes l'allumage des lampes et maintes de nos prohibitions alimentaires ne soient pas observés. En fait, il y aura quand même une sorte de copie, si on peut appeler ça comme ça, Mhm. des rites. Par contre, Flavius Joseph n'est pas grec, il est romain, il me semble bien. Ouais. Mais D'accord, ok, ils vont donc. observer quand même une sorte de copie, d'adoption des rites. Alors, c'est sûrement dans une moindre part. C'est pas extrêmement précis. Mhm. Par contre, il donne la source, c'est Guerre juive 2, 16, 4. Mhm. Parce que ça, c'est Polyakov souvent. Mhm. Enfin, c'est très souvent ce que dit Polyakov, en fait, c'est qu'il va donner les sources et il va juste prendre des extraits Mhm. incomplets, enfin, incomplets par rapport à l'ouvrage de base, mais Mhm. qui amènent quand même des nouveaux éléments pour la suite de la compréhension. Mhm. Évidemment, il y aurait une lutte entre le dieu unique et le polythéisme en Grèce, en Italie, etc. Ah Enfin, oui, c'est ça, durant voilà, Rome. c'est. Donc, Avec notamment enfin je sais plus, il y avait un livre contre le paganisme. Effectivement, c'était le dernier empereur romain, je crois, polythéiste, qui fustigeait le principe du dieu unique parce que bah, pour lui, il partait du principe que lui, ce qui faisait vraiment la richesse de la pensée grecque et romaine, c'était pour lui, il partait du polythéisme. principe que la multiplicité des dieux multipliait les points de vue. Là où le dieu unique, pour lui, c'était un point de vue et c'est mort en fait. C'est limite pour lui, le dieu unique, c'était limite totalitaire. Et dans son démonstration, ça pouvait à la rigueur se défendre, tu vois. Enfin, j'ai surtout accroché à l'argument, ouais, la multiplicité des dieux multiplie les points de vue. Effectivement, je dis comme ça, c'est pas trop mal. Mais il y avait qui ou qui? Il y avait le CLC aussi, un des rares textes qui nous est parvenu de l'Antiquité, qui était assez critique sur les chrétiens d'ailleurs. Mais d'ailleurs, le titre du livre, c'est Contre les chrétiens, parce qu'une fois que les chrétiens, enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais on va dire qu'ils ont une certaine tendance à cramer les bouquins, on va dire, qui n'allaient pas dans leur sens. Et donc, celui-là, apparemment, a survécu au feu. Enfin bref, et donc, ouais, voilà, c'est tout ça pour dire que, ouais, c'est. La judéité, la notion de Dieu unique, c'est avec le polythéisme, disons qu'il y a eu friction, quoi. Mhm. Les Romains connaissaient déjà enfin, les chrétiens, non, je me trompe. Euh, les empires de l'Antiquité connaissaient déjà un monothéisme avant le judaïsme, c'était le Mhm. zoroastrisme. Ah oui, c'est Zarathustra, justement, va Et c'est inspirer Nietzsche plus Zarathustra, tard. voilà. Mais c'est plutôt localisé autour de la Perse. Ah, c'est Mais ça, l'Asie mineure, ouais. les Grecs, etc., rencontreront déjà un monothéisme. Bien Mhm. qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins connu, le zoroastrisme. C'est Mhm. pratiqué encore, je sais plus si c'est au Pakistan ou... C'est pratiqué dans un pays d'Asie, je ne sais plus lequel. Et par certains Nietzschéens assez chelous. Ouais. Mais c'est pratiqué, genre, réellement, genre, c'est pas juste des gens qui veulent des gens New Age. C'est encore une pratique culturelle qui descend des zoroastristes. Il y en D'accord, a ok. même aussi en Iran, il n'y en a pas encore. Mhm. Il y a une carte avec la répartition des zoroastristes. Mais oui, je D'accord. pense qu'on peut en finir avec l'Antiquité. C'est Mhm. relativement court, hein, c'est relativement court. Ouais. Il parlera juste des premiers siècles chrétiens. Bon, les premiers siècles chrétiens, les chrétiens se font un peu chasser par les Romains.
Oh, wow. Bah, Et au début, normal, j'ai envie de dire quelque part, normal. les Romains auront un comportement différent par rapport aux Juifs que par rapport aux chrétiens. Ah bon? Il le décrit lui-même, en fait, les chrétiens sont extrêmement mal vus. Euh, D'accord. Ah, j'aurais pas pensé. Enfin, D'ailleurs, je savais pour les lions et machin, bon, mais je savais pas que par rapport aux juifs, ils étaient plus mal vus. C'est mais très. justement, tu parles des lions. Litzmann écrivait, chaque fois que survient un malheur public, une peste ou une famine, la foule furieuse réclame à grands cris la mort des chrétiens, qu'ils soient jetés aux lions. Donc, Vache. C'était violent, quoi. mais les juifs seront tranquilles, les chrétiens pas. En fait, les chrétiens sont un peu pourchassés à cause du prosélytisme, en fait. Les juifs ne le seront pas. Eux, ils Ah seront oui, parce que tranquilles. oui, Et ils veulent les étendre le chrétiens truc essaient là où oui, d'évangéliser les ouais. gens. Ouais, c'est ça. Et Oui, voilà, les c'est ça, Romains, ils voilà. font fucked up, hop, coup d'épée. Voilà, c'est- les mecs qui veulent convertir en mode témoin de Jéhovah, en mode vous connaissez l'UPR. À un moment donné, les mecs en place, ils étaient moyens chauds pour le projet. Mais c'est vrai que ouais, le judaïsme, c'est un truc plutôt élitiste, hein. Enfin, sans a priori négatif. C'est là où, là, par exemple, l'islam et la chrétienté, bon, que ce soit le protestantisme ou le catholicisme, en fait, bah, limite, voilà, voilà, un je vous salue Marie, un baptême et emballer, c'est pesé. Par contre, pour être vraiment religieusement juif, faut en chier quand même, hein. Je sais plus, enfin, faut apprendre le yiddish. Enfin, je sais, c'est quoi déjà pour être, enfin, ne serait-ce que pour se marier en Israël, déjà, c'est pour faire foi comme quoi t'es bien juif, il y a des exigences quand même, hein. Et même à l'époque, alors à l'époque, c'est toujours pas trilinéaire, donc la transmission Mhm. se fait toujours par le père. Mhm. Mais puisqu'il n'y avait pas vraiment de couple mixte, enfin en tout Mhm. cas, il n'en parle pas en détail, mais on Mhm. peut se douter qu'il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Mais en tout cas, Mhm. c'était très minoritaire. Euh, mais ils seront quand même plutôt tranquilles sous l'Empire romain, on va dire, D'accord, ok. de manière générale. De manière Ouais. générale. Ils avaient pas de mythes chelous. Non, c'est vraiment les têtes de Turcs à l'époque, si on peut appeler ça comme ça. C'était vraiment les chrétiens. C'est eux, ils cassaient les couilles, on va dire. C'était un petit peu les témoins de Jéhovah de l'époque, quoi. Donc, voilà, c'est ça, il venait toquer à ta porte. Bonjour, avez-vous lu la Bible, tu vois. Notre Seigneur Ahmed qui est mort. C'est- Mais les c'est- Romains ne vont pas trop apprécier. Alors, il y aurait eu un changement après. Poliakov le Mhm. décrit aussi au niveau de la foi Mhm. chrétienne sous le début de l'Empire romain Mhm. et le début des civilisations après l'An Zéro. Mhm. Mais ce sera tout. Donc, le deuxième chapitre, Mhm. c'est l'islam. D'accord. Donc, c'est les infidèles au temps de l'islam. Et c'est vachement centré autour de l'Espagne, si je dis pas de conneries, non, c'est ça? En fait, le livre ici parle quand même beaucoup de l'Espagne, l'Afrique du Nord, la Grèce, la Rome, enfin Rome, et Mhm. tout ce qui est aujourd'hui Égypte, etc. D'accord. Mais il va quand même parler de l'Allemagne, mais ça arrivera un peu plus tard. Il va Oui, notamment oui. parler des voies de communication, si on peut appeler ça comme ça, entre Mhm. l'Afrique du Nord et l'Europe, le rôle qu'a joué l'Espagne et le Portugal dans la Mhm. transmission des savoirs d'Afrique du Nord, des marchandises, etc. Mhm. Mais également le rôle qu'aura joué l'Égypte, enfin l'actuelle Égypte, l'Israël, la Jordanie d'aujourd'hui, etc., dans la Mhm. transmission des sciences en Grèce et à Rome. Et D'accord. ça va énormément jouer. Il va notamment parler de Maïmonide, donc Ouais, avec, ouais, c'est un philosophe juif, Maïmonide, je crois, oui, non? qui va notamment Mhm. écrire le premier bouquin de médecine qui va faire tête à Galien. Parce qu'en fait, D'accord. Galien, il imagine que la santé, si on peut appeler ça comme ça, c'est quelque chose Mhm. d'un peu magique. Là où Mhm. Maïmonide va être beaucoup plus dans ce qu'on dirait aujourd'hui. Bon, il y a toujours un peu de foi, mais on est Mhm. aux alentours de l'an 1000 ou Oh, quand même, ouais. 1200. Mais il va déjà donner des conseils qui s'avèrent vrais aujourd'hui, notamment la pratique du sport, ne pas consommer d'alcool, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? La modération dans la consommation alimentaire, etc. D'accord, Donc, ouais. ça semble un peu désuet aujourd'hui, ça semble d'usage, mais à Mhm. l'époque, faut pas C'était oublier vénère, quoi. faut pas Mhm. oublier qu'en Grèce, ils se torchaient encore le cul dans des bains et ils se passaient l'éponge, quoi. C'est dégueu. J'ai la vision du truc, c'est dégueulasse. Et mais Maïmonide aussi, ouais, même dans certains de ses bouquins, je crois qu'il était taxé de racisme, je crois. Si, enfin, est-ce qu'il était dans la norme de l'époque à vue de pif en termes de racisme? Alors, en fait, Maïmonide, il vient d'Afrique du Nord. Mhm. Quel pays? Je ne sais plus, attends, je vais regarder. Je vais regarder pour pas Vas-y. dire de bêtises, mais il était, en fait, il était
Maïmonide. Je vais regarder aussi. Il aidait un dignitaire d'Afrique du Nord, mais il est né à Cordoué, donc en Espagne. Mhm. En fait, il va dans le livre d'ailleurs, j'y pense, il va parler énormément de Cordoué Mhm. et notamment du rôle des villes espagnoles. D'accord. Notamment quand il y aura la lutte en fait entre chrétiens et musulmans en Espagne, il va Mhm. notamment expliquer le rôle qu'ils auront et le fait qu'en fait les juifs seront juste tranquilles en fait. Personne n'a D'accord. envie de leur casser les couilles Mhm. pendant une période. Il sera notamment dirigeant de la communauté juive d'Égypte Mhm. et il est aussi comment est-ce qu'on appelle ça? Il travaillera pour un dignitaire musulman, je ne sais plus Mhm. lequel, et il servira notamment d'interprète et un peu de tout. D'accord, ok. Donc c'est très très complet. Ça parle beaucoup de Maïmonide pendant l'époque de l'islam et l'après époque chrétienne, enfin Et je vois ça, époque et catholique. je vois sa fiche Wikipédia, ouais, apparemment il penche aussi du côté du rationalisme aussi, hein. Mm. Donc bon, mais ouais, disons que bon, j'ai envie de dire, il était aussi raciste que la moyenne des philosophes de l'époque, j'imagine. Et en fait, il sera même pas particulièrement raciste parce qu'il vivra une bonne partie de sa vie en Espagne et en Afrique du Nord. Et Mhm. il aura des contacts un peu partout. Enfin, après j'ai des souvenirs de Soral qui avait fait des vidéos sur Maïmonide, mais bon, vu que c'est Soral, à un moment donné, il faut prendre ça avec des Ouais, il pincettes. faut prendre ça avec des pincettes. Mhm. Il va écrire le Mishneh Torah, Mhm. qui est un des plus importants codes de la loi juive, Mhm. notamment. Il va écrire des livres de médecine. Mhm. Il va écrire beaucoup de livres sur les sciences, Ouais, notamment. l'astronomie déjà. L'astronomie aussi. Il a notamment écrit la lettre sur l'astrologie. Et il Mhm. pratique l'astrologie. En fait, il va être très très critique, notamment vis-à-vis des autres écrivains juifs, donc des Mhm. savants juifs de l'époque, et très critique envers certains auteurs grecs et romains. Comme je t'ai dit, D'accord. par exemple, Galien. En gros, il dira Mhm. que la pratique médicale de Galien, c'est de la merde. Grosso merdo, c'est ça. Il va Ouais. écrire 10 traités médicaux. Donc Mhm. c'est ça dont je t'ai parlé, notamment la vie Mhm. conjugale, le traité de l'asthme, le traité des poisons, la Mhm. conservation de la santé, le sport, les aphorismes. Ça va être très complet, même un traitement des hémorroïdes. D'accord, ok. Ouais, ça va être très complet. Et à l'époque, comment appeler ça? C'est un peu un outsider, on va dire, notamment vis-à-vis de ça. Il Mhm. va mettre en page un peu certains savoirs qui seront plutôt dans des zones géographiques musulmanes. Il a Mhm. facilement accès en fait aux dignitaires des pays, parce qu'en fait il est reconnu partout. Donc vraiment il aura la vie tranquille. Là-dessus, y a D'accord, pas de ok. problème. Donc par rapport à l'extrait que je voulais prendre du chapitre l'islam et les infidèles, dans ce chapitre, c'est important d'ailleurs. D'accord. Dans ce gros chapitre, Mhm. il va notamment parler du prophète musulman, Mhm. Mohammed, et notamment comment est-ce qu'il aurait formé le Coran. Où Mhm. est-ce qu'il vivait, etc. Ça, c'est aussi très intéressant à lire. Il va notamment prendre les sources où Mohamed a Mhm. littéralement plagié. Polyakov le dira Je, lui-même, hein. Il a alors, littéralement volé. alors là, ça sera la bataille de la guerre des séjours dans les commentaires. Attention. Mais enfin, le prouve lui-même, en fait, il explique Mhm. que juste il a été éduqué par des juifs. Et Mhm. il dira lui-même, soit c'était quelqu'un de très intelligent, soit Mhm. c'était un gros copieur. En On va gros, c'est partir ça. sur les thèses de l'intelligence. Alors, le but, c'est pas de parler, enfin, c'est pas vraiment de parler de ça parce que ça n'a pas Mhm. d'intérêt ici. Mhm. Mais il expliquera que les Juifs ont une vie relativement tranquille, même s'ils seront sous le statut d'immi. C'est une Mhm. vie relativement tranquille, ils pourront faire leurs affaires à peu près comme ils veulent. Bon, ils ont Mhm. notamment un chapeau, je sais plus comment ça s'appelle, un truc en forme de triangle, en forme de Illuminati. triangle. Ouais, Excuse-moi. ouais, c'est très un Illuminati vert avec le dollar au milieu. C'était Non, déjà là, on révèle le complot. Ah, mais il y aura un chapeau, je sais plus comment ça s'appelle, et ils devront notamment se promener avec. Alors ça dépendra qui. En fait, ça dépend toujours qui là-bas. Quand t'es riche, on ne fait pas chier, en général. C'est- Il y a une constante à travers les sociétés. Quand t'as du pèse, en général, t'es plus tranquille que quand t'as pas d'oseille. Il y a cette constante. Il citera notamment diverses personnalités juives qui ont travaillé pour des califats. Mhm. Pas Mia Khalifa, hein. Mais Mhm.
Ça sera coupé au montage. Oui, il faut. Donc notamment le banquier du vizir Ibn al-Furat, Mhm, son banquier c'était Aaron Ben Imran, mhm, et notamment s'occupait de, de tous les paiements monétaires aux mhm, autres califes, la gestion des impôts, la gestion des finances du royaume. Par exemple, mhm, ici il y a un extrait, donc roi de la finance de Bagdad et banquier des califes, pendant un quart de siècle, Ben Pinras et Ben Imran. Alors il me semble que Ben Pinras a écrit un livre, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est mhm, lui. S'ils étaient les premiers, n'étaient pas les seuls, une autre chronique nous fait savoir que la majeure partie des marchands de Tustar, en Perse, étaient juifs. À Ispahan, appelé à cause de son commerce florissant la deuxième Bagdad, le quartier des Yahoudiya était le mhm. centre des affaires. Le gouverneur de la province d'Awaz avait également recours au service de plusieurs banquiers juifs. La source mentionne Yacoub, Israël ben Sali et Sel ben Nazir. Ce qui Mhm. rappelle le principal port du califat au Xe siècle, connu même, semble-t-il, un gouverneur juif nommé Rouzba, l'équivalent persan de Yom Tov. Donc plus loin à l'ouest en Égypte, comment ne pas évoquer la carrière météorique des frères Banu Sal, Abu Saad et Abd Nasr, favoris des califes fatimides Az-Zahir et Al-Mustansir. La prospérité a servi d'aliment à maintes légendes arabes. Le palais que Abu Saad avait construit au Caire a été si vaste que 300 arbres ont pu être plantés sur sa véranda dans des vases d'argent. À la veuve D'accord. Blas Zahir, les frères offraient fait présent d'une barque de plaisance en argent fin. En fait, cette veuve était une ancienne esclave noire que les frères avaient vendue à Zahir. Elle en devint l'épouse favorite. Après sa mort, elle exerça les fonctions de régente au nom de son fils Al-Mustansir et fille d'Abu Saad, son homme de confiance et son vizir. Donc, D'accord. on va voir qu'ils vont être beaucoup dans les affaires en fait financières. Alors là, clairement, sous les régimes des califes, tous les califats, en fait, ça va être eux qui vont être plutôt aux fonctions financières parce que déjà, ils gèrent très bien. Ils ont une certaine facilité à se déplacer et surtout, ils se connaissent. C'est toujours plus facile. C'est là où le Il y a une complot meilleure, commence. une C'est meilleure là le relation de complot confiance. commence. Il y a une meilleure relation de confiance. Alors, Mhm, ils vont être vraiment tranquilles. Il y a de nombreux contes par rapport à ça, nombreuses mhm, histoires, nombreuses légendes. En plus, les musulmans ne feront pas chier les juifs en fait sous les régimes des califes. mhm. Mais ils feront chier les chrétiens. Parce qu'en fait, les chrétiens, ils sont prosélytes et ça leur casse un peu les couilles. Pour ne pas mal nommer ça, en fait, ça leur casse un peu les couilles. Et ils aiment juste pas les chrétiens. Alors, il va expliquer pourquoi. Mhm, Je laisse ce chapitre de côté parce que c'est vraiment long. Le chapitre mhm, sur l'islam est vraiment long, notamment mhm, par rapport à ça. Il va notamment citer diverses périodes où il y aura tel et tel financier juif qui géreront les cours, mhm, lesquels se feront offrir. Alors, faut se rendre compte que ces financiers sont très riches et ils ont surtout un gros avantage en fait, c'est qu'ils ont beaucoup de thunes. Et quand les régimes, les califes ou les mhm, vizirs n'ont plus de thunes, eh ben, ils les mhm. appellent, ils demandent de l'argent. Et en échange d'argent, ben, ils ont des avantages. Alors, ils achètent des avantages. Et en fait, ça leur permet d'être vraiment De s'installer. protégés et de s'installer. Mais c'est vraiment ça en fait. Ils vont vraiment renflouer les caisses des États dès qu'il n'y a plus de sous. Et puisqu'ils Bah, savent ouais. très bien gérer les finances, ils savent très bien comment Disons, rester tranquille en fait et ne pas se faire bah, emmerder. bah, c'est surtout aussi, ils ont un capital, ce que j'ai compris, ils ont un capital humain, on va dire un agenda d'adresse, un carnet d'adresse qui leur permet un petit peu de Ouais, enfin, être un petit peu l'homme de la situation, tu vois, genre le gars qui débloque le gars des solutions, tu vois ce que je veux dire. voilà. Et puis Si. en plus, ils savent comment éviter que les royaumes tombent dans la faillite. En fait, quand il n'y a Mhm, plus d'argent pour le vizir, ben, c'est un peu la merde. Quand il y a de l'argent, mhm, il est tranquille. Alors ça les arrange. Alors il y a des fois des conseillers musulmans qui vont essayer de foutre les juifs à mal, mais mhm, les vizirs et tout ça, à chaque fois, en fait, ils font rien. Parce que les mhm, juifs trouvent une façon de rester tranquille, même s'il y en a qui essaient de foutre la merde. mhm. C'est vraiment la stratégie de l'édredon, quoi. On reste tranquille, on est Voilà. là, on gère le business, on se fait discret, mais voilà, il y a les Ouais, voilà, chrétiens c'est ça. là-bas, ils font du bruit, allez plutôt sur eux, quoi. Voilà. Alors, Ah, ils vont vache. écrire aussi des almanachs, des Mhm, livres, beaucoup de livres. En fait, il va y avoir beaucoup de poésie aussi. C'est ça mhm, qui est assez intéressant, c'est que dans le livre, il va aussi nommer un poète en particulier, donc le roi poète juif Samawal, qui symbolisait mhm, déjà cette vertu dans la poésie arabe anté-islamique. Des mhm, adages mettant en garde contre les dhimmis, ne confier aucune fonction ni aux juifs ni aux chrétiens, car par mhm. leur religion, ce sont des gens à pot de vin. Chapitre de la perception des impôts, où les flétrisses, en général, la malédiction est permise contre ceux qui possèdent des qualités méprisables, comme par exemple quand on dit que Dieu maudisse les méchants, que Dieu maudisse les infidèles, que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens.
chapitre de Savoir se taire. Le chapitre traitant des épigrammes contient celui qui suit. Il arrive très souvent qu'une pièce de bois soit fendue en deux. La moitié pour servir à une mosquée et ce qu'il en reste est employé aux latrines d'un juif. Alors, D'accord. il y a... c'est un peu une situation particulière. Mm. Il y a des endroits où ça va être la paix totale et des endroits où ça va être quand même un peu la merde. Mm. C'est, on va dire, comparé à l'époque de l'Inquisition, ça va être relativement tranquille. D'accord. On va dire, on n'est pas à un tel point de bordel. Quand je vais venir Mm. sur l'Inquisition, tu verras réellement le bordel que c'est. Ah Là, on ouais. est encore sur un autre niveau. Les suicides, Léon fout le feu, c'est un autre niveau. Mais ici, Mm. on va avoir une bonne description, plus ou moins d'époque et des régions. Mhm. Il apporte tout le temps de la nuance. En fait, c'est ça qui est Mm. redondant, qui est très intéressant chez Bulgakov, c'est qu'il y aura toujours de la nuance. Mhm. Et il va toujours avoir une certaine critique vis-à-vis de certaines sources, Mhm. notamment certains qui parlent peut-être trop en bien et d'autres qui parlent peut-être d'une façon trop, Trop trop manichéenne, quoi. véhémente. Voilà, trop Ouais, c'est manichéen, ça. trop véhément. Mm. Mais ça va être toujours bien pensé. D'accord. Ah, Mais mais- il va quand même nuancer, il dira, pour terminer ce chapitre-là, Mhm. il dira, tel fut l'islam de l'ère des califes, pourquoi par la suite, à l'époque où l'Europe moderne découvrait le vertu de la tolérance, le monde Mhm. islamique sombrait dans la torpeur ou le fanatisme, était une question qui dépasse de loin les limites de la présente étude. Parce que Il a les le sens de limites la, de ce qu'on comprend- il a le sens de la formule. Alors, c'est intéressant qu'il dise ça parce qu'en fait, tu remarques qu'il y a vraiment une bonne partie de cette époque musulmane, enfin, de Mhm. l'ère des califes, comme il appelle, qui Mhm. est très ouverte. On va dire que c'est une époque pas dorée, c'est une époque où c'est pas la merde. On va Clairement, dire c'est limite libéral en fait, là, le voilà. machin, quoi. Et après, il y aura une époque où ça sombre et où ça devient, disons, Un peu plus tendu. très tendu. Voilà qui finit le livre sur l'islam. Alors, Mhm. cette partie est intéressante aussi parce qu'elle Do- rappelle. Donc ouais, juste alors sur l'islam, il n'y a pas un antisémitisme vraiment ultra virulent en fait sur les juifs par rapport à... Vers la fin. Vers la fin. Et Enfin, même s'il y a un contentieux religieux latent entre les deux par rapport aux deux livres saints, tu vois, mais ça semble pas, c'est pas et ça, c'est pas une bataille à mort, quoi, c'est pas un battle en fait, royal, quoi. il y a ça, et il va lui-même en fait parler des deux penchants de l'islam, on va dire les deux penchants majoritaires. Moi, Mhm. j'ai oublié le nom. Ceux qui suivent le descendant d'Ali et ceux qui suivent son cousin. Mhm. Je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a des variantes. Enfin, le soufisme, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a des variantes. Enfin, ça se trouve, je dis d'énormes conneries. Ça se trouve. Mettez dans les commentaires si on dit d'énormes conneries, parce que là, j'avouerais qu'on est un peu, on a un peu la chaleur nous assassine quelque part. Ah ouais, les sunnites et les C'est ça, chiites. c'est Voilà, ça. en fait, Voilà, merci. il va aussi notamment parler de ça et expliquer que les réactions ne seront pas exactement les mêmes et les façons de faire ne seront D'accord. pas les mêmes. Et il y Ouais, aura notamment un contentieux au niveau de ça. Il y en a qui sont un peu plus libérales, comme tu dis, et d'autres qui sont Hmm. plus, Conservateur. disons qu'ils ont plus facile à sortir le four. Ouais, il y a le troisième courant, c'est le soufisme. C'est le troisième courant, c'est le plus mystique des trois, on va dire. Ouais, les Il y chiites, a il y a le wahhabisme aussi. C'est ça. Oh là bon là c'est bon là ça devient un peu technique ouais, mais les Mais, trois courants c'est ça ouais. Les trois courants c'est ça. mais le Les trois wahhabisme, courants ça arrive principaux. tard, ça arrive au 18e. Ouais voilà c'est mais les trois courants principaux c'est ça c'est ce que c'est ce qu'on vient de décrire OK. Donc OK, c'était pas un antisémitisme vraiment fanatique, bête, méchant, en fait ça se passait plutôt bien en fait mis à part Vers la fin, c'est parti en couille. Mais ça se passait plutôt bien en majorité quand même. quand ça se passait bien voilà. Ouais, voilà. Et puis bon, faut se rendre compte qu'à l'époque, la chose qui faisait surtout marcher les califats, Hmm. c'était l'argent. Mais enfin, Les- c'est vraiment ça. Et le mode de production, c'était quoi vraiment le nerf de la guerre dans les califats? Il le dit en termes d'économique, c'est quoi? C'est l'esclavage? C'est quoi en fait qui fait tourner la boutique quoi? C'est très varié. Il va en parler un peu. Il va un peu Mhm. parler, une somme qui parle un peu aussi des métiers pratiqués Mhm. et notamment en fait de tout ce qui est marchandise Mhm. et vente, enfin commerce en général. Et c'est Mhm. notamment les juifs qui vont permettre au califat de gagner de l'argent. Et quand il va y avoir des guerres, etc., ils vont être en quelque sorte des médiateurs. D'accord, ok. Oui, des diplomates, des médiateurs, etc. Voilà, quoi. voilà. Ok. C'est un chapitre vraiment que j'ai trouvé intéressant, plutôt Mhm. étonnant. On va C'est passer à ouais, la... Oui. on n'est pas vraiment dans une bête relation méchant, voilà, une guerre de. Enfin, non, on est vraiment dans la cohabitation, quoi, limite de rien, quoi.
Oui, et sous cette époque-là, il y aura de nombreux traités du judaïsme qui seront écrits. Mhm. Il y aura beaucoup de livres. Ce sera une époque très prolifique intellectuellement, en fait. En L'air de plus, rien, ouais. l'air de rien sera très prolifique intellectuellement. Et comme je l'ai dit au début, les Juifs vont Mhm. permettre d'amener, par exemple, les sciences qui viennent d'Égypte, etc., en Mhm. Grèce et dans les régions latines. Ouais, après, je crois aussi, la Renaissance, justement, c'est les chevaliers croisés qui sont venus en Orient, qui ont pillé tous les bouquins et qui sont repartis en Europe avec les traités d'Aristote, mais je crois, c'était en latin, enfin en arabe, qui vont être retraduits en latin et retraduits en français, quoi. Enfin bref, ça va être un bordel de traduction, quoi. Il y Mais, aura notamment une autre période, sera à l'époque de l'Empire byzantin, donc quand Rome mhm, contrôle une bonne partie du monde. mhm. Ouais. Voilà. Et donc, le prochain chapitre, c'est. Donc le prochain chapitre, c'est l'Espagne des trois religions, mais il y a l'époque byzantine, donc l'Empire Mhm, romain, qui va aussi aborder dans ce livre. Alors je vais pas en mhm, parler, parce que c'est long, et ça parle beaucoup de guerre. Il me mhm, semble qu'il l'aborde dans ce livre aussi. mhm, Ça parle énormément de guerre, et ça parle aussi beaucoup de traités, mhm, des différences de traitement entre les régions, les chefs des États, etc. mhm. Mais je conseille de lire le livre ou de regarder des reportages là-dessus, enfin, des bons documentaires. D'ailleurs, je mettrai l'histoire de l'antisémitisme dans la description aussi, le documentaire Arte, si je dis pas de bêtises. Mhm. Il faudrait que je le regarde aussi, mais j'ai eu que des retours positifs. Bon, bref. Donc ouais, mis à part l'Espagne, enfin à l'époque byzantine, mis à part les bastonnades, en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement par rapport à l'antisémitisme et En aux fait, juifs? ça va être très. C'est une époque particulière. En fait, il va y avoir beaucoup et pas beaucoup à la fois. En Mhm. fait, c'est très fluctuant. Quand il y aura une Mhm. défaite, ce sera attribué aux Juifs, et quand il n'y aura pas de Mhm. défaite, ben, ils seront tranquilles. C'est à peu près c'est ça. c'est genre, ah ouais, c'est genre quand on perd, c'est de votre faute, mais quand on gagne, c'est pas grâce à vous, quoi. C'est ça, en fait, le Voilà, délire. c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord, ok. Ça commence déjà à sentir mauvais, déjà, quand t'es fautif d'une défaite, déjà. C'est un peu ça. Et puis, il va y avoir notamment comment on appelle ça? Euh, la seconde nationalité, on va dire. Ah oui, ah d'accord, ok. C'est l'Empire byzantin pratiquait les. Alors c'est pas exactement ça, mais c'est tu nous as trahis parce que en face, le conseiller d'un tel, c'est un juif. Ça va aussi exister. Alors, Ah donc oui, c'est ton cousin, donc voilà, par alliance, donc tu nous voilà, l'as mise à l'envers en fait. C'est ça un voilà, peu le délire, quoi. c'est un peu ça le délire. D'accord. Donc, Ah, voilà. la géopolitique historique expliquée à très haut niveau, chers amis, hein. Ici, c'est l'analyse de qualité. On va passer à la partie la plus comment expliquer ça? Ben, disons qu'ici, Poliakov, c'est la partie Espagne des trois religions. Ça va Mhm, comprendre aussi l'Europe, notamment l'arrivée des Maranes. Donc les Maranes, c'est ceux qui, pendant l'Inquisition, se mhm. convertissaient, soi-disant, au catholicisme, mais restaient juifs. Ouais. Alors, il faut savoir que sous l'Inquisition, il en parle beaucoup, mais on se rend compte que c'est encore plus virulent que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que c'est très, très, très violent. Il y aura des moments où des inquisiteurs vont s'amener et vont littéralement tuer tout le monde. Et ils foutent tout le monde sur des bûchers. Alors, les juifs, ils font quoi? Ben, ils font des suicides de masse. Ah, les mecs vénères. Alors, Mais c'est on vrai que parle pas d'une maison, on parle de de rues ville. entières, de villes entières, de forts entières où ils vont se suicider avant d'être. sans- Il y aura notamment une histoire de résistance d'un château face à des inquisiteurs où les juifs vont tuer des inquisiteurs et à la fin ils se suicident tous dans le château. Mais alors, l'Inquisition dans l'image populaire, oui, c'est très lié aux sorcières, à Salem, à la sorcellerie. Mais quand même, l'Inquisition, bien qu'il y a eu. Déjà, l'Inquisition n'était pas au Moyen-Âge, c'était en tout cas à la Renaissance, au cas, au début de la, au du cas, à la fin du Moyen-Âge. L'Inquisition, c'était effectif à la fin du Moyen-Âge, si je dis pas de bêtises. En fait, leur cible principale aux inquisiteurs n'était pas forcément les sorcières. Bon, il y a eu une acquisition sur la sorcière, effectivement, par rapport à un délire masculin, voilà, la femme doit rester à sa place. Mais leur cible prioritaire aux inquisiteurs, c'était l'infidèle musulman. Je crois les cathares en France, je crois d'ailleurs une croisade anti-cathare en France, d'ailleurs, faut le savoir. Et les juifs. Voilà, et après venaient les sorcières et puis les tutti quanti, mais voilà, les trois cibles principales entre guillemets de l'inquisition, c'était enfin, en tout cas l'inquisition chrétienne, c'était les musulmans, les sectes religieuses chrétiennes comme les cathares et les juifs. C'était vraiment le combo gagnant, si vous voulez. Fallait faire un top score, voilà, fallait faire un top score, fallait cramer. Parce que j'imagine, je pense que tu vas l'expliquer après, que si les gens quand même se suicidaient par rue entière, c'est que le traitement il devait être salé.
enfin, il y a 3 inquisitions, enfin, il y a 3 périodes d'inquisition, Mhm. il y a 3 juridictions, on va dire. Mhm. Alors, c'était très très salé, mais Mhm. extrêmement salé. Polyakov va le résumer, mais c'est extrêmement salé. Mhm. Et donc, il y aura 3 périodes. L'inquisition médiévale, Mhm. donc devant les tribunaux, l'inquisition espagnole, alors là, c'est très violent. L'inquisition portugaise, notamment, qui Mhm. permettra, enfin, qui, euh, développera notamment les maranes, enfin, Mhm. qui va créer comment expliquer? C'est pas une ethnie marane, mais il va créer Non, la. c'est une stratégie pour de survie. Voilà, c'est la stratégie de marane. Et il y Mhm. aura l'inquisition romaine. Mhm. Alors c'est très violent, mais extrêmement violent. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y aura même des curés, enfin, des prêtres, des évêques qui vont cacher des juifs, enfin, qui vont mettre des juifs dans leur église pour ne pas qu'ils soient tués. Et Mhm. les inquisiteurs en ont rien à foutre. Ils s'amènent, ils cassent tout, ils tuent tout le monde. Et Juifs, chrétiens, rien à foutre. Ils foncent dans le tas, quoi. c'est ceux qui ne sont pas catholiques. C'est allez hop, t'as déjà vu mon épée? Non, bah tiens, goûte. C'est un peu ça. En fait, c'est extrêmement. C'est John McClane, quoi. C'est les gars. Voilà. Y a pas de prisonniers, quoi. C'est un prédateur. Enfin, mais non, mais Enfin, les mecs, ils avaient carte blanche en termes d'autorité. C'était comment, en fait? Ben, ils auront carte blanche. En fait, ils feront littéralement ce qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça, ils Et feront ce qu'ils veulent. c'était sous l'autorité du pape? C'était sous quelle autorité, ça? Alors, c'était sous l'autorité du pape, mais lui, on en a rien à foutre. Lui, ça Ouais. l'arrangeait. Et, Bon, qu'on tue la concurrence, bon, je vois un peu l'intérêt, si tu veux. mais ils vont même tuer des non-juifs. Genre, ils vont, enfin, même des catholiques, en fait, ils vont juste été balancés par le voisin. Et il y en a qui vont faire ça, hein. Il y a des maranes qui vont balancer d'autres maranes, hein. Ouais, bah, quand tu vois quand tu vois comment ils sont vénères, Amandé, bon, tu te mets à table assez rapidement, quoi, quelque part, pour sauver ta peau, quoi. Ça, à la limite, à la limite, c'est humain, ça, je peux comprendre, tu vois. Il y aura beaucoup, beaucoup de torture. Jusqu'à obtenir les aveux. Mais enfin, il y a de nombreux tableaux sur la torture. Je vous laisse aller observer cet art magnifique, Hum, hein, notamment le berceau de Judas pour ceux qui connaissent. hum, Mais il va en parler, la flagellation, il y aura les bûchers, il y aura notamment l'exécution des blasphémateurs, les bigames, les fornicateurs, donc ceux qui font des relations hors mariage, les hum. zoophiles, les sodomites, les pédérastes. En fait, ils vont vraiment tuer presque tous ceux qui veulent, en fait. C'est aussi simple que ça, il suffit juste de dire que ton voisin est zoophile, et là, pour voir. Ah, j'ai cru comprendre aussi qu'à l'Inquisition, c'était avant tout des pendaisons et pas tellement des bûchers, on va dire, quelque part. Mais bon, C'était j'ai envie. notamment des pendaisons et des coups de tumeur sous la torture. Et des coups d'épée. C'est C'était vrai. varié. C'était assez varié. Disons qu'il variait les plaisirs, quoi, quelque part, je pense. Voilà. Mais bon, c'est à chaque fois tu mets le bûcher, tu crames 200 kilos de bois, bon, à un moment donné, c'est bon. La pendaison simple, efficace. Mais